Ne vis pas en te disant que ça va t'arriver, mais ça va peut-être t'arriver. Je suis un humain, il faut pas jouer avec moi parce que je suis exactement aussi sensible que tout le monde. J'ai eu un gros coup de blues, je me fais cyberharceler pour des raisons X ou Y. J'ai imprimé des cartes avec un doigt d'honneur dessus. Les gens sont pas assez capables de s'aimer pour arranger les choses. Bonjour Marion. Bonjour. On a une première question qui est peut-être la plus compliquée, c'est comment te présentes-tu? Je me présente comme une scénariste comédienne et créatrice de contenu en général. Parce que j'estime que tout ce que je fabrique, de la plus petite bidouille que je vais poster sur mon Instagram aux plus grandes histoires qui vont sortir soit dans des livres, soit sur des écrans, c'est des histoires et que que je crée du contenu, quelle que soit sa forme, et ça me va très bien. On est raccord, je crois, sur le terme de... Nous, on utilise aussi le terme créateur et créatrice, voire de contenu, plus que même vidéaste, parce que même vidéaste, alors on ne te parle même pas du youtubeur, instagrammeur, bien sûr. tiktoker. Donc tu es snapchatteuse. Il y a des gens qui disent snapchatter. Snapchatteuse. Comment on dit Ouais. Ok, je t'ai jamais posé la question. C'est vrai. Si. Tu es snapchatter. En même temps, c'est un peu stylé. Ok. Ça chame. Bah non, mais j'aime bien l'idée C'est qu'il y ait- niche, c'est très niche. on Tu va arrives dire. sur une C'était scène où tu sais, les médias Snapchatter. qui ont présenté Marion, cette snapchatteuse. Est-ce que tu te souviens de tes débuts sur les réseaux sociaux? Ah oui, j'ai connu quand Instagram s'est ouvert. J'ai ouvert un compte sur Instagram quand Instagram s'est ouvert. C'était un truc normal, quoi. On le faisait. Tout le monde disait, tu n'as pas encore ouvert un compte sur Instagram. C'était nouveau et c'était incroyable. Et je l'ai fait parce que c'était déjà ma génération. J'avais commencé déjà à faire des vidéos un peu avec le studio Bagel à ce moment-là, mais j'avais pas encore un contenu propre et tout. Et donc, c'était ça qui était génial, c'est que j'avais mon compte, qui était un endroit où je pouvais mettre des trucs et je savais pas trop qui me suivait, mais c'était que des photos. Donc, ça me semblait assez inoffensif. Ça me semblait pouvoir être que agréable. Bienveillant. Positif et Ouais. agréable et bienveillant. Bienveillant, je sais pas, parce que j'étais pas non plus naïve au point de me dire que le monde allait m'accueillir à bras ouverts en disant mais mon Dieu, tu existes, c'est merveilleux. Mais en tout cas, je me disais, on partage des images. Si on vient pour se faire chier et se dire des trucs, on a des voisins pour ça. Donc venez sur Instagram. Enfin, pour moi, il y avait un truc, c'est que ça a été créé pour ça. On va pas venir se faire chier là-dessus. On se fait déjà chier dans le reste de la vie. Donc ouais, j'ai commencé et je postais des choses mes passions de l'époque, le nail art, les cupcakes, les trucs, quoi. On commençait en fait à à mettre en image les choses qu'on aimait. Et Pinterest aussi avait commencé. Ouais. Je me souviens vraiment que c'était le début de la révolution visuelle pour moi. Où je me disais, ouais, on peut faire des choses avec et on peut raconter, mais on peut utiliser des choses qui se voient, qui sont visuelles. Et pour moi, c'était ça qui était incroyable au début des réseaux, quoi. On a oublié ce pic de Pinterest, en fait. Ouais. Et à quel point aujourd'hui, c'est encore fat, C'est très fort. Ouais. mais c'est moins présent, tu vois, c'est moins la hype Pinterest, mais en fait, en nombre d'utilisateurs, etc., il y a des... C'est énorme, ouais. C'est énorme, quoi. C'est énorme, c'est devenu... en fait, ça a presque remplacé ce qu'on faisait avant avec Instagram. Comme Instagram, c'était Ouais. que des photos, que des Grave. images, on allait chercher une esthétique, on allait chercher des idées pour vivre, des suggestions de lifestyle, de tout ça. Et ensuite, c'est devenu que des vidéos et que du contenu qui ressemble vachement à TikTok. Et donc maintenant, quand on a juste besoin de regarder des images, d'enregistrer des trucs pour sa prochaine coupe de cheveux, décorer sa chambre ou je ne sais quoi, Pinterest fait mieux le taf que Instagram, Mais pour le coup. du coup, comment on appelle les influenceurs? Pinteresteurs, Pinteresteuses? Je sais pas. Putain, j'apprends des trucs, on découvre des trucs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non, mais C'est ouais, une bonne question. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des gros comptes. Enfin, Si. il y a des Si, Pinterest, ouais, genre il y a des monstrueux. gens. Ouais, Ah ouais. ouais. Ah ouais, terrible. Ouais, Qui monétisent, je pense, parce que tu arrives à un tel truc d'audience, notamment des gens qui font des recettes ou des trucs comme ça, qui Ouais. après font des partenariats parce qu'ils ont des audiences monstrueuses. Ouais, c'est On n'y vrai. pense pas. C'est pas notre monde, en fait. Non, j'avais pas pensé, Ouais, je vais effectivement. retourner sur Snapchat. Oui. Et du coup, donc, à l'époque, toi, tu étais déjà active dans la création sur le web, mais en tant que comédienne ou autrice, j'imagine aussi au début. Absolument. T'as écrit pour le Bagel ou t'es... Ouais. Ouais, j'ai écrit. Au début, non, j'écrivais pas. Au début, j'étais vraiment juste une des deux filles parce qu'il en fallait bien au moins une. Au moins Et une, deux, ouais. ça faisait au moins sympa. Deux, ça voulait dire que t'étais vraiment un mec cool, quoi. Parce que tu te rends compte, il y avait au moins deux filles dans ton groupe de potes. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et qui parle d'autre chose que des hommes dans les échanges. et les Ouais. dialogues. Ouais, ça à la limite c'était pas tellement. Non, au moins on était là sur la photo et ça faisait joli, quoi. Au tout début, on nous avait encouragé toutes et tous à écrire. Et moi je me disais grave, trop chouette. Mais en fait on m'avait un peu dit que toutes mes idées étaient de la merde, mais parce que c'était vraiment, je sais pas comment expliquer à quel point. Je crois qu'on se rend pas bien compte qu'en une dizaine d'années ça a tellement changé, c'est tellement scandaleux ce qui se passait à l'époque dans les réunions d'écriture, la manière dont les femmes étaient traitées, mais dont les personnes étaient traitées, toutes les personnes, toutes les minorités. Enfin bref, c'était un groupe vraiment... c'était la toxicité énorme. Et en plus, tu pouvais rien dire et rien faire parce que sinon, qu'est-ce que t'étais ingrate? T'étais quand même dans un groupe des gens du futur, quoi. Donc, d'où tu te plaignais. Donc, du coup, au début, j'écrivais pas trop parce que j'étais assez... j'avais pas très envie. C'était pas très agréable. Puis finalement, je me suis mise de plus en plus à écrire parce que c'est ce que j'avais envie de faire aussi. Et que, je sais pas, quelque part, je me disais, mais c'est con ce qu'ils font. Moi aussi, je peux faire des trucs cons dans ce cas-là. S'il s'agit d'être con, on peut tous l'être, pas de problème. Et donc, c'est comme ça que je me suis... En fait, c'est quand j'ai justement
me suis éloignée un peu de ce groupe-là, que j'ai été sur mon Instagram un peu toute seule, que les stories sont arrivées sur Instagram et que je me suis dit, waouh, je peux raconter des choses qui me concernent, qui me regardent et je peux parler en mon nom. Et en fait, quand je parle, c'est pas toujours bête. Parfois, ça marche et c'est drôle et je trouve un écho de personnes qui disent j'aurais bien aimé entendre ça avant. Et c'est là où j'ai commencé à prendre beaucoup plus confiance dans l'écriture et à me dire mais je peux faire ce que je veux toute seule en fait. Bon choix de vie. Ouais. Pour celles et ceux notamment qui l'ont pas connu, il y a l'idée que c'était un âge d'or à l'époque, Golden et Bagel, etc. Et quand on parle aux personnes qui étaient dedans, ils te disent quand même, peut-être que c'était cool ce que vous voyez, mais c'était aussi pas mal de galères. On a fait quand même, tu vois, un Ludoc qui vont dire, c'est trop bien, on a appris et tout, mais on a galéré, on a fait des trucs horribles, on a fait des... Et côté Golden Moustache aussi, quoi. Ah oui, bien sûr. Je pense que oui, il y a eu quelque chose de génial de cet engouement où d'un coup, on avait l'impression que c'était que des groupes de potes qui pouvaient enfin travailler ensemble. Et en fait, ça a quand même levé le voile sur le fait que c'est normal qu'on travaille pas tout le temps avec ses potes. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on s'est tous dit, on n'a pas besoin d'être professionnel tu sais, avec la lourdeur du terme qu'on nous avait imposé. On peut être entre nous et le faire. Et le problème, c'est que ça a été aussi vite... beaucoup de galères parce que beaucoup de personnes profitaient du fait que Ludoc il sait faire des trucs incroyables avec 30 centimes, donc forcément il y a eu une exploitation énorme de tout ce potentiel, de tout ce talent, et puis il y a eu tous les process, je trouve, un peu vieillots de la télé qui sont venus fatiguer notre internet, et maintenant on fait plus rien trop sur internet parce que c'est les mêmes process. Enfin, je veux dire, si moi tu me dis il faut que tu fasses une bible pour vendre ta série de 2 fois 3 minutes, non, en fait je vais faire ma série de 2 fois 3 minutes, et ça a bifurqué vers un truc qui est redevenu un peu de boomer. Avec les mêmes process que la TV. Tu veux dire au hasard quand par exemple une grande chaîne de télé aurait racheté un collectif de créateurs, par exemple, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner exactement. Je veux dire, Et ouais, c'est ça. Et puis ensuite en commençant à leur dire par contre vous faites plus ce que vous voulez maintenant que vous êtes à nous, hein. Attention, vos petites vidéos rigolotes là avec vos petits copains et tout ça. Mais ouais, c'était un moment génial d'exploration et d'exploitation. C'était vraiment l'apprentissage, je trouve, à la dure, un peu une sorte de nouvelle petite jungle dans laquelle on s'est tous trouvés et on s'est dit c'était super et c'est trop bien que ça ait marqué des générations, mais c'était aussi l'enfer à l'intérieur. Puis c'était des humains, on était des humains pas finis, donc va faire plein d'humains pas finis travailler ensemble dans un milieu artistique où il y a des égos, enfin, je te laisse imaginer ce que ça fait comme résultat. En tout cas, de l'extérieur, ça manque. Oui. De l'extérieur, c'était quand même des contenus hyper drôles, quali, tout ce que tu veux, de belles histoires et tout. C'est dur de retrouver ça aujourd'hui, quoi. C'était déjà de la fiction pas chère, mais même pour aujourd'hui, ça resterait encore trop cher pour pouvoir le sortir avec l'économie actuelle. Enfin, même encore aujourd'hui, je trouve, où les partenariats sont beaucoup plus démocratisés, parce qu'à l'époque, à part les dissociés, il y avait déjà du placement de produits et tout, mais je veux dire, aujourd'hui, on sait que les budgets pour être plus élevés, c'est plus simple d'aller trouver des sponsors qu'il y a 10 ans, quoi. Bien sûr, c'est même surtout, c'est accepté par les gens. En fait, les gens maintenant ont hâte de voir avec quelle marque tu vas collaborer. C'est comme ça. Alors que moi, je me souviens, quand on a fait Mission 404, c'était incroyable. Mission 404, c'était le premier truc qui était sponsorisé par Orangina et ils avaient laissé carte blanche à tout le monde. Donc, c'était Bagel et Golden Moustache qui venaient ensemble faire un super truc. Et les gens, c'était difficile. Ils nous disaient, vous êtes des vendus. Et nous, on disait, mais c'est pas qu'on est des vendus, c'est que sinon, on peut pas faire le film pour lequel vous voulez rigoler. Et c'est ça qui était incroyable, c'est qu'on était jugés pour ça et on était des vendus et on participait à une espèce... C'est drôle, c'était comme s'il y avait un capitalisme encore plus important et que là, on était vraiment des gros collaborateurs d'un système capitaliste. Mais aujourd'hui, non. Plus du tout. Et alors que c'était les mêmes qui allaient voir James Bond avec la voiture ou la montre ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'était déjà intégré dans le cinéma. Je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps à venir. C'était même pire parce que là, on parle d'un contenu accessible gratuitement. Donc moi, je me souviens de la tentative de YouTube Red à l'époque, YouTube Premium, où il y avait donc les séries qui étaient diffusées, Groom et... de Valentin. Je sais, mais j'ai passé 7 castings pour jouer dedans et j'avais pas le rôle au final. Voilà. Les emmerdeurs. Les emmerdeurs, merci. Avec plaisir. Ou je me souviens des commentaires qui disaient ouais, mais pourquoi faut payer pour les épisodes d'après alors qu'on parle de contenu produit. Tu voyais quand même, là tu voyais les moyens, tu pouvais pas faire genre bon, les gars, il y a du costume, il y a du décor, il y a des trucs. Et que c'est clair qu'aujourd'hui, tu fais un placement de produit, personne va venir te dire, sauf si c'est vraiment très très mal fait. Si tu bois de l'évian en chantant par exemple. Mais sinon, tu prends pas de commentaires qui te disent mais comment ça se fait que tu fasses des placements de produits, je ne comprends pas. Ouais, c'est vrai. Normal. Et tu disais que toi, tu avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient en attente de savoir avec quelle marque tu vas. Absolument. Genre en mode comment elle va le transformer en quelque chose d'artistique ou de ce côté. Alors oui, ses marques. De ce côté-là, oui, et de l'autre côté aussi, quand tu as des marques qui ont des auras toutes seules qui marchent très bien. Je sais pas, je pense à des marques comme Marshall par exemple, qui fait des enceintes, des trucs comme ça. Quand tu as des marques de produits qui sont consommés par tout le monde et qui sont de
d'utilité publique comme les téléphones de la marque Apple, tu vois, ce genre de choses. Eh ben, il y a un côté où les gens aiment bien l'aura de la marque et s'ils aiment bien ce que toi tu fais, ils ont hâte en fait de voir quelle collaboration ça peut donner, tu vois. Ça a été ce truc, je trouve, avec justement que Orangina a réussi à créer. C'est qu'Orangina, on a envie de... Enfin, après Mission 404, on avait envie de savoir avec qui ils allaient bosser. On se disait, c'est génial, à qui ils vont donner la chance de pouvoir faire un truc chouette. Et aujourd'hui, que les marques se rendent compte qu'elles peuvent aussi être mécènes de projets dans lesquels elles seront évidemment mis en avant de manière admirable, mais aussi de projets qui vont peut-être culturellement bouleverser d'une manière ou d'une autre la manière qu'on a de communiquer ou de raconter les histoires. Bah ça, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus alertes à ces choses-là. Ils se disent, tiens, quelle sera la prochaine marque qui va être susceptible de nous sortir une petite pépite de court-métrage ou qui va investir dans le bon endroit, tu vois. Et je trouve que ça, maintenant, bah, c'est beaucoup plus accepté. Et surtout, tout le monde se dit, c'est possible. Il n'y a plus une seule personne qui ne fait pas du placement de produits créatifs. Maintenant, plus personne dit juste, bon, bah voilà le produit, je vous en parle bêtement et ensuite j'éteins ma caméra. Maintenant, tout le monde le met en scène, tout le monde le raconte, tout le monde arrive à storyteller sa manière de l'utiliser de sorte à rendre ça hyper instinctif et surtout d'aider tout le monde à s'identifier et se dire, mon Dieu, cette marque est géniale. On a même atteint le stade où tu as des marques qui matraquent, ça devient presque une espèce de running gag un peu méta, tu vois. Je pense à une marque de VPN, par exemple, avec qui on échangera sûrement bientôt dans ce podcast. Mais ce truc rigolo, tu atteins même le stade où tu peux presque en rire et c'est OK. Oui. Tout le monde est OK avec ça, tu vois. Oui, absolument. Je trouve ça, tout ça en moins de 10 ans, quoi. Oui, cool. Oui, c'est ça, bien sûr. Est-ce que tu continues aujourd'hui à tout faire toute seule, notamment dans ta création de contenu? Non, pas du tout. Je travaille j'ai une collaboratrice qui s'appelle Chanel et qui travaille avec moi très proche. Elle est derrière les caméras. Bah, bien sûr. Depuis du tout début de la chaîne de création qui est quand c'est juste de l'ordre d'une idée, soit dans ma tête, soit d'une proposition quand une marque peut nous approcher. On réfléchit tout de suite à, déjà évidemment, à quel point la marque a des valeurs qui nous correspondent et c'est un produit dont on va pouvoir parler, où on a un angle. Et ensuite, on réfléchit tout de suite à qu'est-ce qu'on raconte et sous quelle forme on le fait. Et en général, on fait des allers-retours comme ça, et puis même jusqu'au tournage où Chanel vient réaliser la plupart des choses. Et puis, en fait, à chaque fois, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme on est libre et que c'est quelque chose sur lequel on est vraiment intransigeante, c'est on veut absolument bien travailler pour des marques et il n'y a pas de problème, mais il faut aussi respecter notre part du contrat qui est qu'on ne se forcera pas à dire des choses qui ne fonctionnent pas et on sait comment fonctionne ma communauté et on sait comment fonctionnent les gens en général. Il suffit de ne pas les prendre pour des imbéciles et ça, on sait très bien le faire, donc il faut nous faire confiance là-dessus. Et jusqu'à la livraison, à chaque fois, on essaye de mettre une innovation ou quelque chose de différent, quelque chose qui va attirer l'attention différemment. Mais il y a toujours de la création, il y a toujours de la fabrication. Et quand je dis de la fabrication, je veux dire que ce soit parce que je demande à Chanel tout un tas de petits trucs faits sur Photoshop précis ou que je vais finir par faire du loisir créatif ou par repeindre un de mes aspirateurs en bleu. Il y a forcément de la création à un moment et c'est ça qui est génial, c'est qu'on mélange tous les trucs. Et on le fait ensemble et pour moi, c'est devenu vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un avec moi pour tout ça parce que j'ai pas de recul toute seule. Et que pendant beaucoup d'années, le faire seule, je me disais, si je le fais pas toute seule, on va encore me dire que je fous rien. Voilà le monde duquel je viens. Je viens d'un monde où, en fait, en gros, si c'est pas toi tout seul avec tes larmes, ton sang et ta sueur, bah, c'est pas vraiment toi qui l'as fait. Enfin, tu as délégué à quelqu'un, t'es vraiment une belle flemmarde. Et maintenant, je vois que c'est plus possible de faire autrement parce que si je délègue pas, je fais beaucoup de choses pas bien aussi. Et surtout, si j'ai pas ce recul-là, à un moment... en fait, c'est fatigant aussi parce que c'est mon image mais c'est moi. C'est pas que... Enfin, c'est une image que j'utilise publiquement mais que après, je garde pour chez moi. Et comme ça, c'est la même. Parfois, c'est difficile d'être assez reposé pour être une bonne version de tous les postes que je dois avoir. Donc c'est important, je pense, de le faire avec quelqu'un maintenant. Comment vous êtes rencontrés? Moi, j'ai été bénie des dieux. Et c'est rare que je sois consciente de la chance que j'ai. En général, je suis toujours un peu le vilain petit canard. Mais en ce qui concerne le recrutement de Chanel, ça a été incroyable. En fait, j'ai d'abord une amie qui m'a dit, bon, t'as personne pour travailler avec toi, il faut que tu trouves quelqu'un. On va faire une fiche de poste. Et moi, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est vrai que ce métier étant un peu hybride, il y a les lois du travail passent vraiment à travers. J'ai eu l'occasion de travailler avec une assistante avant et je respectais pas un certain nombre d'horaires. Et en fait, c'était pas normal, mais le monde de l'entreprise m'était tellement inconnu que j'ai fini par exploiter quelqu'un sans le vouloir parce que j'étais moi-même dans un truc capitaliste de c'est moi qui bosse, je regarde pas mes horaires, on s'en fout.
J'ai fait une fiche de poste, j'ai découvert ça, j'étais là, mais c'est pas con, effectivement, quand tu veux embaucher quelqu'un, de décrire précisément quelles vont être, pas ce que tu attends de la personne, mais quelles vont être les tâches à faire. J'avais pas le temps de faire de recrutement parce que je savais qu'une fois que j'allais poster ça, que ce soit sur mon compte ou en envoyant à des amis, etc., j'allais devoir rencontrer des personnes et je me suis dit, je vais pas demander de CV, je vais juste demander une vidéo de présentation parce que j'ai besoin de savoir si la personne, elle a compris, etc. Et en fait, je l'ai envoyé à une connaissance avec qui j'étais en train de parler par hasard à ce moment-là, qui me disait ça va toi, et je faisais je cherche quelqu'un mais j'ai pas le temps de recruter, donc voilà la fiche de poste si jamais. Elle l'a partagée et donc j'ai reçu un message de Chanel qui dit bonjour, j'ai vu qu'il y avait une fiche de poste, que tu cherchais quelqu'un, est-ce que je peux postuler? Et moi j'ai dit voilà, envoie-moi donc une vidéo, et Chanel m'a envoyé une vidéo et je n'ai vu que Chanel, j'ai rencontré Chanel. Ensuite, on a attendu 1 mois avant de travailler ensemble parce qu'on avait toutes les deux des emplois du temps qui ne fonctionnaient pas. On a fait 1 mois d'essais, de discussions, de comment on allait bosser. Et ensuite, c'est parti comme ça. Mais j'ai eu la chance de trouver directement une personne qui était intéressée, qui avait compris. Et ensuite, j'ai plus jamais eu besoin de chercher. Et j'ai toujours hyper peur, tu sais, que ça me file entre les doigts et je me dise, bon, la prochaine fois, j'espère que j'aurai la même chance. Tu sais qu'il suffira juste que je dise, je cherche une personne comme ça et que l'univers me dira, voici. Attends, maintenant, tu as une fiche de poste. Je veux dire, maintenant, j'ai des fiches de poste. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te motive le plus dans la création de contenu, surtout sur quelle plateforme? Alors, déjà, j'ai fait un très, très chouette partenariat avec Dailymotion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette plateforme. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors, j'ai été hyper contente. J'ai été appelée par Dailymotion qui se relance et qui a une démarche de plateforme qui est incroyable puisqu'ils ont décidé de faire en sorte qu'il y ait une modération sur la plateforme. Et je sais que je dis ça avec beaucoup d'émotion dans la voix, mais je ne vous rendez pas compte à quel point ça a l'air d'être une blague, c'en est pas une. Ils ont mis de la modération, ils ont protégé leurs utilisatrices et leurs utilisateurs. Et moi, ça m'émeut. Ils m'ont proposé de participer à leur campagne de relancement. Donc, ils ont réinvesti, ils ont tout fait. Et moi, j'ai été très heureuse de faire ça parce que je me suis dit, j'ai un terrain encore sur Dailymotion, il y a plus grand chose. C'est pas encore un TikTok, c'est pas encore un Snapchat, c'est pas encore un Instagram. On sait pas ce que c'est, mais ça peut être, tu sais, cette espèce de plateforme hybride dont je rêve depuis tant d'années, qui serait un mélange de radio pirate mélangé à des projets créatifs, artistiques, de tout et n'importe quoi, que ça, peu importe, mais en fait que tout, en gros, puisse encore être fabricable, un peu comme les gens ensuite ont réutilisé Vimeo, tu sais. Ouais. J'avais cette idée avec Dailymotion et moi, j'ai pris vachement de plaisir à faire 5 courts-métrages spécialement pour la plateforme. J'adore la contrainte du téléphone. La contrainte du téléphone qui n'est pas filmé au téléphone, mais que ça va être regardé sur un téléphone et qui me force, parce que tout le monde me dit toujours, bah oui, mais maintenant, il faut filmer en vertical. Bah oui, mais quand il fallait filmer en horizontal, on était inventifs dans les plans. Vous voyez tous les puristes, surtout les boomers, me dire, bah alors moi, franchement, si je devais filmer en vertical, ce serait la fin du monde. J'étais là, bah ouais, c'est la fin du monde de devoir réinventer un cadre polo. Hein. Non, mais je le vois comme un challenge. J'ai beaucoup eu de boomers qui me disent, bah c'est pas vraiment du cinéma, c'est pas vraiment de l'image, c'est pas vraiment tu racontes pas vraiment un truc parce que c'est pas du bon côté. Et je suis là, si. Et du coup, moi, j'adore ces contraintes-là, donc je me suis mise à filmer en carré. J'ai rien inventé, bien sûr. Hein. Mais je veux dire, j'étais contente de pouvoir dire, j'ai pas envie d'un truc qui se voit mal sur ordi, qui se voit mal sur téléphone, donc je fais un truc qui se voit mal sur les deux, tant qu'à faire. Et j'adore qu'il y ait des espaces de création comme ça qui puissent continuer à exister. C'est difficile, évidemment, de créer une nouvelle application de partage de vidéos et de contenu en général et de faire un énorme buzz. Mais moi, j'ai été très contente de pouvoir le faire sur Dailymotion. C'est en exclusivité sur Dailymotion jusqu'à ce que je décide de le mettre ailleurs. Et on mettra là en description le petit pavé. Ouais, j'ai essayé d'innover, de faire à chaque fois des nouveaux trucs que j'avais pas fait. Et autour, à chaque fois, de faire une promo différente aussi. Donc pour le premier, j'avais imprimé des affiches du film comme si c'était un film, hein, alors que c'était un court-métrage. Et je suis allée les placarder sauvagement un peu partout. J'ai imprimé des cartes avec un doigt d'honneur dessus pour la deuxième. Et du coup, de l'autre côté, tu avais un QR code. Donc, tu pouvais trouver cette carte étrange que tu pouvais flasher si tu voulais. J'ai rien contre YouTube ou j'ai pas de préférence pour Instagram. Il se trouve que c'est Instagram qui s'est trouvé être la plateforme sur laquelle il y a eu j'ai eu plus envie de fabriquer des choses. J'ai aussi vite lâché, j'ai beaucoup lâché la rampe sur Instagram quand ils ont commencé à dire, bon, pour être vu dans l'algorithme, il faut commencer à faire 17 reels par jour. Puis, vous ferez 5 stories. Et vous ne devez jamais les espacer de plus de 3/4 d'heure, sauf à la pleine lune. Et quand on a commencé à avoir un algorithme qui était tyrannique, là, j'ai commencé à dire, ah bah non, je vais plus faire ça. Je crois que j'ai l'impression... Il y a aussi le moment où ils ont dit, ah, tu faisais des photos, bah maintenant, il faut faire des vidéos. En fait. Exactement. Ah, ouais. bah, c'est-à-dire que j'avais pas prévu que c'est pas trop ce que j'ai... Ah oui, mais... Oui, c'est ça, ouais. Ou t'es du contenu ou des trucs. Et puis tout le monde me disait, mais tu vois, tes stories, t'as qu'à les mettre en reel. J'étais là, mais si je les fais en story, c'est parce que dans 24 heures, c'est obsolète et j'en suis ravie. Il y a énormément de conneries que j'ai dit, que les gens ont mis en réel et moi, je me dis, je suis contente de ne pas avoir mis toutes mes conneries en reel parce que sinon, j'aurais vachement de mal à me regarder dans un miroir.
Je suis contente que les stories soient restées des stories. On va dire que je suis la plateforme où l'occasion se présente. Mais je vais plus faire comme je pouvais faire avant, c'est-à-dire quand j'avais une chaîne YouTube et où du coup je partageais sur chaque plateforme, c'était tout un orga. Sur Twitter, il fallait que tu dises nouvelle vidéo avec le lien de machin et tu mettais qu'un extrait et le sortir à des heures précises, tout ça, tous ces trucs un peu tyranniques en fait. Ça m'a désintéressé énormément. C'est pas mal que tu aies eu ce recul-là, parce que c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, notamment sur TikTok, pour pas les citer, tu vois qu'il y a des changements algorithmiques qui parfois te font croire à tort qu'il faut poster beaucoup, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas, mais je sais pas pourquoi il y a cette idée commune. Donc, on voit des gens nous s'auto-user, tu vois ce que je veux dire, ils auto-créent leur burn-out parce qu'ils sont persuadés qu'il faut qu'ils fassent 5 vidéos par jour, et t'as beau leur dire non, t'en fais une bien tous les 5 jours, c'est déjà très bien, et c'est pas pour autant. Mais obéir à l'algorithme, quel qu'il soit, quelle que soit la plateforme, c'est comme essayer de plaire à un mec, à un BG de 30 ans. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Tu peux faire exactement tout ce que tu as l'impression qu'il attend de toi. Tu pourras faire du sport, pousser à la salle, manger d'une manière particulière, te teindre les cheveux. En fait, le problème, c'est que tu sais pas pourquoi il va quand même sortir avec quelqu'un d'autre à un moment. Et tu peux rien y faire. Et c'est ça l'algorithme. On cherche à comprendre exactement quelle est l'heure. Est-ce que ce jour-là, c'est pas parce que, justement, c'était le deuxième décan des béliers. Et donc, tu essayes de te raccrocher à la météo, à une raison X ou Y. Plein de gens te disent « Ah, moi je sais, c'est ça ». Tout le monde te donne des fake news sur l'algorithme en te disant « Il préfère ça, non, il préfère ça, non, il faut faire ça ». Même en lui obéissant, tu finis par te faire quand même tromper. Donc, peu importe, en fait. Peu importe. C'est ça que je me dis. J'aime beaucoup l'analogie. Ouais, garder la métaphore quand même. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais ? Moi, je ne crois pas à l'algorithme que tu dois suivre. Je ne crois pas à l'algorithme méchant qui en veut aux créateurs ou aux créatrices. Ah non, bien sûr. Tout repose sur le contenu qui est proposé. C'est-à-dire que l'algorithme, le seul but des algos, c'est de satisfaire une audience. C'est de faire que ton audience, elle voit une vidéo qui lui donne envie de rester sur la plateforme, de consommer d'autres contenus et donc de se taper de la publicité et donc de gagner de l'argent. Donc tant que ton contenu est bon, l'algorithme va le mettre en avant. Si la vidéo ne fonctionne pas, c'est pas parce que l'algorithme ou pas la bonne heure ou pas le machin, c'est juste que le contenu n'a pas satisfait l'audience. Je suis tout à fait d'accord. Mais alors, je suis tout à fait d'accord et c'est pas si paradoxal parce que je pense pas que l'algorithme soit particulièrement méchant. Je pense que comme tout algorithme, il encourage des comportements qui sont plus en masse et malheureusement, les comportements plus en masse, c'est pas ceux des féministes, par exemple, ou c'est pas ceux où tu respectes ton prochain. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il y ait une malveillance dans l'algorithme en lui-même et je suis d'accord. Le contenu, quand il est bon, et s'il doit attendre 2 ans avant de toucher les bonnes personnes, il les touchera, mais ça fera son chemin. Je pense pas que l'algorithme soit responsable d'étouffer un certain nombre de contenus par rapport à d'autres, quoique c'est quand même... Ça peut arriver, mais par contre... Sur les sujets qui... Bien sûr. Non, mais pas que Twitter, tout le monde. Sur tous les sujets non, c'est sûr. Qui sont pas advertiser-friendly, comme on dit. Quoi. Non, bien sûr. Mais c'est juste que essayer de lui obéir, en fait, m'a remis, moi, dans la position d'une adolescente qui essayait de plaire à un type qui ne la regarde pas. Et en fait, c'est pour ça, c'est pas le type que j'accuse dans cette métaphore du tout. Lui, il peut rien, il existe juste et il y a des trucs qui lui passent devant les yeux qui lui plaisent plus que d'autres. Mais c'est juste pour montrer à quel point, en fait, cette espèce de rigueur qu'on se pose à soi-même en tant que créatrice, comme si d'un coup on redevenait justement cette espèce de petite fille qui a un crush et on fait pardon et on essaye d'être... Enfin, moi juste, je vois mes tentatives personnelles d'essayer de plaire à l'algorithme un peu ridicules et c'est pour ça que maintenant j'essaye de dire attends, on veut plaire à l'algorithme ou en fait on veut juste faire des vidéos. On veut faire du bon contenu. C'est ça. Et l'algorithme suivra avec le bon contenu dans tous les cas. Quoi. Exactement. C'est ça. Oui, absolument. Tu as un peu aussi une métaphore c'est comme si tu faisais un truc pour un patron. C'est-à-dire que tu as l'impression que le patron pense quelque chose et tu deviens plus un employé de la plateforme en disant il faut que je fasse ce truc pour la plateforme. Et 6 mois, 1 an après, tu te dis mais en fait là, mais ce que j'ai fait, c'est pas bien, ça me plaît pas, c'est de la merde. Mais tu as eu l'impression que c'est ce que ton patron aurait voulu voir. Non, il y a un secret que ma sœur m'a donné et qui m'a toujours resté pour justement ce truc de effectivement, tu travailles pas pour tu travailles pour le patron que tu veux, c'est toi qui décides qui est ton patron, mais elle m'a dit les joueurs de foot, entre les matchs, ils jouent pas au foot. Pourquoi est-ce que les créateurs de contenu, entre les créations de contenu, ils seraient obligés de créer du contenu ? Enfin, pourquoi est-ce que vous seriez obligés de raconter votre vide ? Et vous aussi, vous seriez obligés de dire coucou la commu, ben là, écoutez, j'ai pris le métro. Alors, le métro, c'est bien simple, c'est une plateforme. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que nous, on serait obligés de faire ça ? Et moi, j'avais cette peur à un moment, je vais arrêter, où je vais prendre des vacances, où je vais me reposer, et les gens vont oublier que j'existe. Et ils vont me dire, par contre, pourquoi tu dis pas quand t'es en vacances que t'es en vacances ? Et quand t'es en pause, que t'es en pause ? Enfin,
la peur que l'algorithme t'oublie Ouais. peut devenir un truc où tu deviens effectivement ton propre bourreau et c'est un enfer. Et tu arrives aujourd'hui à faire des vraies pauses, à couper vraiment ou comment Ouais. tu t'organises avant ou est-ce que tu t'organises spécialement et tu dis là on arrête pendant X Bah, temps quand elle a la grippe, quoi. Oui, par exemple. La grippe, les fêtes de fin d'année, ou alors de temps en temps, quand je me fais cyberharceler pour des raisons X ou Y. Non, malheureusement, je choisis pas vraiment mes pauses, on va dire. Je suis victime de moments où je vais faire des pauses. Là, je fais une pause en ce moment de contenu parce que j'ai été harcelée il y a pas longtemps pour des raisons qui sont complètement absurdes. Enfin, où là, on dépasse l'entendement en termes de la violence dont est capable le net et surtout la bêtise dont les milieux militants sont capables. Et Dieu sait que je resterai toujours de ce côté-là, mais ça me rend triste en fait. J'ai eu un gros coup de blues de devoir militer dans un monde où en fait les gens sont finalement pas assez capables de s'aimer pour arranger les choses. Vraiment, ça m'a rendu très triste. Donc là, la pause, elle est forcée. C'est aussi parce que ma motivation, elle est dans mes talons, parce que j'ai plus envie de faire rien pour personne. J'ai envie de dire aux gens, démerdez-vous. Là, je boude un peu en ce moment, comme on dit. Mais je le fais pas vraiment parce que j'ai toujours envie de fabriquer des choses, j'ai toujours envie de raconter des histoires, et ce sera toujours un biais par lequel je vais le faire. Mais je pense qu'il faut du temps un peu là pour que j'arrive à réapprivoiser l'idée de raconter un truc, de me remettre en intimité, parce que si c'est pas intime, ça sert à rien que je raconte des choses. J'ai pas de grandes leçons à donner sur la vie, j'ai que ce que moi j'ai analysé. Oui, les pauses, elles me sont imposées par l'environnement assez malsain et désagréable que peut avoir les réseaux parfois, quoi. Je fais un petit peu en arrière, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont écouter, regarder, qui ne connaissent pas ton parcours, qui tu es. Tu as, sauf erreur de ma part, été peut-être la première créatrice médiatisée, on va dire de manière plus générale, en tant que personne cyberharcelée et harcelée tout court, liée à ta présence sur les réseaux sociaux. Je pense que historiquement en France, à ma connaissance, moi en tout cas l'impression que j'ai, c'est à l'époque de me dire, tiens, c'est la première fois que c'était même avant qu'il y ait Ardisson qui pose des questions à Natou, Squeezie, Cyprien, etc. Oui, c'était bien. Ouais, c'était, à mon avis, c'était avant, quoi. C'était la première fois. C'était il y a longtemps. Ça a continué pendant des années. Il ne faut pas croire qu'il y a eu ce truc et qu'après, donc ça a toujours été un peu des hauts, des bas, etc. Et le dernier, tu peux donner un peu plus de contexte, que je vois à peu près, je pense. Oui, absolument. J'ai sorti justement ces derniers mois, la question qu'on s'est posée avec Chanel, c'est et qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec quelle marque j'ai envie de travailler et comment j'ai envie de gagner ma vie maintenant sur Instagram, parce que j'aime bien renouveler les choses et tout. Et on s'est dit, ce serait chouette de pouvoir faire un peu plus de lifestyle pour pouvoir avoir accès à plus de marques qui ont de l'argent aussi et leur proposer justement des mécénats où on ferait des courts-métrages et tout. Mais donc pour ça, comme tout, il faut mettre un peu d'eau dans le moulin avant que justement ça commence à bouger tout seul. Donc j'ai fait une petite vidéo où j'ai une marque de vêtements qui m'offre un foulard, et c'est une vidéo sur laquelle j'essaye de parodier assez rapidement les 50 astuces pour porter votre foulard cet été, etc. Et je dis juste, ça se met autour du cou, voilà, à la base c'est comme ça que ça se porte, et ça a été détourné très très rapidement par des créatrices de contenu qui ont sous-entendu que j'avais un propos islamophobe, qui pensent non seulement après les 15 ans de bons et loyaux services au sujet de la justice sociale et où vraiment j'ai été dévouée et vigilante pour faire le moins de mal possible à une population qui est déjà très très abîmée, mais parce que c'était pour moi aussi que je le faisais. On m'accuse d'être islamophobe, on m'accuse de faire une sorte de coming out, d'aller pêcher une extrême droite que j'aurais dans la poche depuis tout le temps, alors que je suis depuis 10 ans harcelée par l'extrême droite. Et là, les personnes sont tombées dedans de manière tellement... Enfin, que ça ait pu être imaginé, je trouve pas ça absurde, mais que ce soit resté comme théorie, que c'est une théorie qui est à sembler valide pour assez de personnes, les personnes pour qui moi je me bats, ça m'a vraiment fait un truc. Et donc ça a duré plusieurs jours jusqu'à ce que, je pense qu'il y ait une sorte de vent de logique qui revienne un peu dans la tête de pas mal de personnes. J'ai dû faire un post, en fait, j'ai dû adresser qu'on m'accuse d'islamophobie, alors que moi-même, dans ma tête, c'était quelque chose j'ai dû adresser que j'étais toujours du même camp. Et en plus, j'ai dû dire à ces personnes, merci de bien m'avoir roulé sur le visage, je vais rester dans votre camp parce qu'en fait, ça reste pour ça que je me bats, moi, dans la vie. J'espère que vous en ferez autant, mais avec une amertume. En fait, à chaque fois que dans un milieu militant, tu es rejeté de cette manière-là, t'as plus d'endroit où tu peux te réfugier. Tu peux plus te réfugier dans un endroit où tu te dis, c'est pour ces gens-là que je fais ce truc-là. Et en plus, le fait est que j'ai beau être politisée depuis tout le temps, j'ai aussi toujours fait des fictions qui ne parlaient pas de politique. J'ai toujours fait des fictions poétiques pour le coup. J'ai toujours su mettre on va dire mes luttes viscérales dans mon travail, mais aussi parfois le dénuer un peu et juste raconter que être humaine, c'est difficile. Et qu'on vienne me reprocher quelque chose de tellement
alambiqué. Ça m'a donné la sensation que j'avais même plus d'endroit où raconter mes histoires bêtes, tu vois. C'est qu'à la limite qu'il n'y ait pas d'endroit où je milite, c'est pas grave. Je pense pas que le monde ait besoin de moi et que, comme beaucoup de personnes l'ont dit, je suis pas une révolutionnaire s'il faut, mais que je n'ai même plus d'espace où moi je peux partager mes propres histoires, celles qui étaient toutes simples, celles qui étaient dénuées de politisation, celles qui étaient juste humaines, celles qui étaient juste sensibles. Ça fait quelque chose. Et donc c'est ça qui m'impose des pauses en général. Il y a toujours il y a des jours où j'ai plus du tout envie de faire ça. Et puis le lendemain, je me dis, mais attendez, mais rien pourra jamais m'arrêter. Et c'est vraiment un truc d'énergie inexplicable qui fait des hauts et des bas et qu'il faut que je laisse à chaque fois. Je sais qu'il faut que je laisse ça. Et évidemment, je suis suivie, je vois quelqu'un parce que c'est pas possible. En fait, on peut pas survivre tout seul là-dedans. On peut vraiment pas humainement survivre tout seul, même si on ne fait que travailler avec des personnes qui sont proches de ce milieu-là, si on n'a pas d'endroit où on peut parler de l'injustice profonde que c'est comme milieu où tu penses que tu peux t'exprimer, mais en fait, tu peux rien dire. Si t'es pas entouré correctement, c'est un métier dangereux, je trouve. On commence à voir arriver, en tout cas, de la gestion de crise, parfois pour les créateurs et créatrices de contenu. Alors, pour des raisons plus ou moins valables, c'est-à-dire que ça peut être des accusations de violence de type sexuel, sexiste, etc., ou de harcèlement, de cyberharcèlement ou autre. Comment, toi, est-ce que tu as changé ta manière de faire face à ces situations? Quelle stratégie, entre guillemets, t'as développée, toi, de ton côté, pour essayer de mieux encaisser et mieux vivre ça, en tout cas du mieux possible? Déjà, j'ai eu la chance, si je peux le dire de cette manière-là, d'être d'abord harcelée par une communauté avec qui j'étais absolument pas d'accord. Donc, en fait, c'était violent et je ne retire rien à ça, mais au bout d'un certain nombre d'années, j'ai dû m'y faire. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas des gens avec qui je suis d'accord. C'est pas comme si c'était ma mère qui me disait, je suis pas d'accord avec toi, ok? Et auquel cas, ça pourrait peut-être me briser le cœur. Là, je suis insultée par des gens qui pensent pas les mêmes choses que moi. Ok. S'ils ont ce temps libre, c'est très cool. Quand ça vient de... C'est pas très cool, mais... Non, mais je veux dire, il y a un côté où, à un moment, je me suis faite à l'idée. J'étais là, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Par contre, moi, je suis pas d'accord tous les ans avec eux. Je leur répète pas tous les ans. Eux, ils ont besoin de me le répéter tous les ans qu'ils sont pas d'accord avec moi. Mais ça, à la limite, si tu veux, j'avais pas de stratégie pour ça. Je me suis dit, les gens qui seront pas d'accord avec... Les mecs d'extrême droite sont toujours d'extrême droite. Enfin, peut-être pas pour eux, je leur souhaite, mais peu importe, eux, c'est pas mon problème. Ça n'est pas mes amis, ça n'est pas les gens pour qui je me bats. Si, à terme, évidemment, si je dois sauver le monde, je les sauverai avec. C'est ça qui est malheureux. Bah oui, si. Moi, je suis pas... si. C'est terrible, mais ça, je te le dirai toujours. Tous les gens qui me voudront toujours du mal, si à la fin, il y a sauver la planète, s'il y a eux dessus, je sauverai la planète avec eux dessus. C'est comme ça. Je me suis donné comme règle d'or dans mon existence que je ne veux pas la paix pour créer un monde où il y a les gentils et les méchants selon moi. Moi, je referai pas une tyrannie dans ce monde. Et je dirais pas, toi, non, je te pardonnerai jamais, tu seras pas dans mon monde d'après. Et toi, peut-être si. Et toi, tu as déjà fait une erreur, tu seras pas dans mon monde d'après. C'est pas ça le monde, moi, c'est littéralement recréer une tyrannie sur la tyrannie. Donc, ce sera des gens que j'accueillerai le jour où ils voudront parler, tu vois. Moi, je serai jamais fermée à ça. Mais quand du coup les insultes viennent de ton propre camp, en fait, je n'ai pas de stratégie particulière parce que je pouvais pas imaginer que ça pouvait réarriver un jour. Et ça réarrivera. Ah bah oui. Probablement. Ah bah oui. Mais je pensais qu'on était passé au-delà de ce truc de devoir expliquer aux gens qu'on était des humains et que leur pureté et qu'en fait, si ils voulaient que nous aussi on commence à aller fouiller dans leur existence chaque détail d'endroits où ils sont incohérents, où ils sont encore perdus, où ils sont tristes, où ils sont oppressifs, où ils sont bêtes, bah en fait on peut tous le faire. Mais je pensais qu'on l'avait déjà dit. Mais on le répétera, c'est pas grave. Alors, c'est juste, c'est fatigant, on le répétera. Mais pour ça, il n'y a pas de stratégie particulière parce que je pense que c'est trop... Enfin, je suis même pas sûre que quand tu fais une stratégie, ce soit utile compte tenu de l'énorme impact que la réalité peut avoir, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien... Tu peux stratégiser ce que tu veux. Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer quand ça va se passer. Tu sais pas, tant que ça t'est pas arrivé, de quoi toi tu vas avoir besoin sur le coup. Moi, par exemple, je suis très sanguine comme personne, donc heureusement que j'ai pas communiqué tout de suite, parce qu'on m'a beaucoup reproché de pas avoir réagi immédiatement pour me défendre. Parce qu'en fait, sinon, j'aurais insulté tellement des générations de vos parents que vous n'auriez pas pu avoir de descendance, vous comprenez ou pas? Et ça, c'est un truc qu'il faut savoir dire aussi, c'est on est créateur de contenu, on essaye de garder une image digne et de tout le temps être en train d'essayer moi, j'essaye pas de créer des mouvements de guerre, mais par contre, je suis un humain, il faut pas jouer avec moi parce que je suis exactement aussi sensible que tout le monde. Savoir de quoi tu as besoin au moment où t'arrive une agression comme celle-ci, c'est dur à prévoir. Et je pense que même si là, maintenant, je me dis, OK, je vois comment je dois faire, j'ai dû attendre du temps. Enfin, j'ai eu besoin de temps avant de me dire que j'allais communiquer dessus. J'ai été outrée de devoir adresser un truc comme ça. C'est-à-dire vraiment, tu as le truc de... On t'a mis un problème sur le dos et c'est en plus à toi de devoir le porter jusqu'au bout.
et d'être bien désolé. Vas-y, roule-toi dans la honte que t'as. Et toi, t'es là, bah non, enfin, moi, j'ai juste passé un week-end tranquille et tout. Les stratégies, ça rassure peut-être avant de se dire au moins je serai entourée. C'est la seule stratégie que je dirais, c'est faire en sorte d'être entouré au moment où ça peut t'arriver. Mais comme sur le coup, tu sais jamais de quoi tu vas avoir besoin, que ce soit pleurer dans un oreiller très fort, que ce soit répondre en étant hyper diplomate, que ce soit directement aller voir un avocat. C'est un truc, j'ai laissé toutes les options ouvertes, on va dire, toutes ces années et j'ai vu de quoi j'avais besoin au moment où c'est arrivé. Mais c'est parce que le mot stratégie, c'est pas forcément, j'ai pas choisi le meilleur mot parce que le mot Non, mais stratégie laisse à penser que des fois tu anticipes les choses. Et moi, ce que j'entendais des fois, c'est presque plus une réaction. C'est-à-dire que selon les cas que tu as pu subir, des fois, il y a peut-être naturellement des choses qui ont émergé. Et après coup, tu te dis, bah tiens, là, ça allait mieux parce que j'avais quelqu'un qui a filtré les commentaires, exemple, qui m'a conseillé, ou je sais pas. Actuellement, j'imagine que tu as vu aussi Anissa qui se prend aussi des accusations de féminisme, etc. bien sûr. Si tu devais, avec ton expérience à toi, lui recommander une façon de réagir ou de se protéger, ou tu vois, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, quoi? Le truc, en fait, c'est que j'ai essayé justement de passer beaucoup d'années à essayer de donner le moins de conseils possible parce que c'est quand moi, c'est les conseils qu'on m'a donnés qui m'ont donné envie de buter les gens quand j'ai été harcelée la première fois. Parce qu'en fait, les conseils qu'on te donne, c'est de pas y penser. Et évidemment, ça, c'est les conseils des gens qui l'ont pas vécu. Ouais, mais en fait, même quand les gens les gens qui l'ont vécu. Ceux qui l'ont vécu, tu disaient ça aussi? Bah non, pas forcément. Mais moi, par exemple, mon truc, par exemple, c'est de me couper de ça. Moi, je peux pas aller voir. Je ne sais pas pouvoir imaginer que ça existe d'un côté et vivre ma vie. C'est pas possible. C'est deux choses qui sont pas possibles. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je coupe complètement. C'est mon conseil le mieux. Si je vais dire ça à Anissa, alors que elle a besoin d'aller lire les commentaires pour savoir de quoi il s'agit, pour pouvoir ensuite, je sais pas comment soigner son cœur, mais ce sera chiant d'avoir un conseil comme ça. Et c'est ça le truc qui est hyper difficile, c'est ne vis pas en te disant que ça va t'arriver, mais ça va peut-être t'arriver. Ça va peut-être t'arriver, et quand ça t'arrivera, dis-toi qu'il y a déjà des gens qui l'ont vécu et qu'au pire, s'ils n'ont pas de bons conseils, ils ont chacun un mauvais conseil à te donner. Et à la fin, après plein de mauvais conseils, tu choisiras quel est ton bon conseil. Moi, ça a été de quitter les réseaux, de pas être dessus, de pas regarder ce qui se fait, et surtout, ça m'a bouffé l'envie de faire des trucs dessus, en fait. Après, j'étais là en train de me dire, bah non, vous méritez pas. Et je trouve ça hyper dur. Le militantisme et les réseaux sociaux, c'est à la fois, tu as le pire et le meilleur, quoi. Suite à un problème technique, vous n'aurez plus que le son maintenant. Pour se faire pardonner, voici des chats mignons. Voilà. Du coup, on passe aux questions peut faire rafales. Une petite question rafale, tac au tac, en mode... Cool. Donc, les questions rafales, c'est pas un quiz, mais c'est juste des questions où tu réponds. On va t'enchaîner de questions, quoi. Et donc, tu réponds, c'est pas oui et non, mais tu réponds rapidement. Si tu as besoin de sortir ton téléphone pour trouver des réponses, tu as le droit. Tu n'auras sûrement pas de réseau, du coup. Mais, un jour, j'ai pas pris mon téléphone avec moi. Pas grave. Je fais comme Denis Villeneuve, il interdit les téléphones sur le plateau, et moi, j'ai jamais mon téléphone sur le plateau. C'est bien. Parce que sinon, t'es pas concentré de toute façon. Qui est ton créateur ou ta créatrice préférée? Oh la vache, ça se fait trop pas. Elle est un peu dure en première question. Ouais, je trouve ça met dans le bain. Créatrice de tout confondu. Tout ce que tu veux. Créateur ou créatrice préférée. Interprète comme tu veux. Oh là là, c'est vraiment pas cool. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout qui j'aime. En ce moment, j'aime beaucoup Chapelle Roanne, mais elle crée. J'aime beaucoup parce que justement, elle a une présence sur les réseaux sociaux dans lesquels elle partage ce que ça fait que d'être une créatrice, une artiste chanteuse, dont les gens pensent, dont les gens estiment que elle leur doit tout. Et j'aime beaucoup sa manière de parler, du fait que quand tu es une femme connue, tu ne dois rien à personne, et si t'as pas envie de toucher les gens, tu ne les touches pas. Et en fait, il y a pas de revers de la médaille. J'aime beaucoup sa manière de parler de la notoriété. En disant, il n'y a pas de raison qu'il y ait de revers de cette médaille. En fait, j'ai pas choisi d'être connue, j'ai choisi de faire de la musique, ça n'est pas la même chose. Est-ce que tu as une chaîne ou un compte pas trop connu, coup de cœur, à nous faire découvrir? Ah putain. C'est là où je disais que tu pouvais peut-être sortir ton téléphone, regarder. Bah ouais, et comme je l'ai pas, mais si, moi j'aime beaucoup. J'ai une créatrice de contenu qui est à Marseille, qui s'appelle Southside Manon, et j'aime trop parce que elle fait énormément de choses. Déjà, elle est artiste, elle fait beaucoup de trucs, et c'est très très divers ce qu'elle fait. Et surtout, elle est très active, donc elle t'emmène toujours faire des trucs de couleurs dans des ateliers. Dont tu n'aurais pas idée, retapisser une chaise, repeindre le port. Enfin, je sais, à chaque fois, c'est toujours original, et c'est très créatif, et ça fait partie des trucs que j'adore regarder parce que ça m'inspire beaucoup. Elle fait vraiment partie des personnes qui sont très proactives dans ce... Quand tu la regardes, tu sens que c'est maîtrisé, tu sais de quoi elle parle, et puis tu as envie d'être sa copine aussi. Ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves? Le projet de mes rêves, ce serait un énorme studio de cinéma dans lequel tous les
projet serait, tous les formats de projet seraient imaginables, que ce soit en audio, à moitié en visuel, que ce soit en pâte à sel, en pâte à modeler, en cuisine, en je ne sais quoi, mais où en gros ce serait un énorme laboratoire de création et qui mettrait à disposition des créatrices et surtout de moi d'abord principalement, parce qu'évidemment c'est mon rêve à la base, donc c'est pour moi. Tout ce dont j'aurais besoin de matériel pour expérimenter et continuer à raconter des histoires sans jamais pouvoir être bloqué par des problèmes de production. Que jamais l'argent soit un souci. Que tu puisses venir et dire, voilà, prends une semaine si tu as besoin de ce studio pour faire un peu de stop motion, et puis les outils sont là, et en fait, au moins, on le fait. Tu veux dire un peu comme le YouTube Space, quoi. J'ai vu plein de courts-métrages très chouettes et de manières dont Instagram, justement, renouvelle un petit peu les trucs artistiques, et je me dis, on peut toujours faire des... Ouais, il faut continuer à pouvoir fabriquer et que la chaîne de production soit pas un souci. J'ai trop envie de rajouter cette question. Si tu peux choisir un réalisateur ou une réalisatrice vivant ou mort qui va te faire, genre, pour faire un TikTok ou un contenu court avec toi. Agnès Varda. Elle est trop cool cette question. Je pense que en fait, dans ma tête, qui a réalisé ton dernier réel? Agnès Varda. J'ai eu l'idée d'un Zack Snyder ou je sais pas, de quelqu'un avec des explosions qui vient de faire un truc genre alors. Ouais. Là, c'est vrai que je la préfère à la question du réel qui ferait ton biopic. Moi, j'aime bien aussi ça. Ouais. J'aime bien aussi les TikTok, c'est pas mal. Le réalisateur ou réalisatrice du film de ta vie. Greta Gerwig, maintenant, je vais dire, vu qu'elle a fait Barbie et qu'elle avait déjà fait des trucs incroyables avant. Et je pense que je le dis vraiment en ayant sous-pesé mes mots, je mérite un biopic à peu près même budget que Barbie. Ton meilleur souvenir en tant que créatrice? Qu'est-ce que c'est mon meilleur souvenir en tant que créatrice? T'as le droit de dire Mission 404. Hein. C'était un bon souvenir, mais c'était pas le meilleur du monde en tant que créatrice. Non, en tant que créatrice, je crois que c'est les premiers succès que j'ai pu avoir sur ma vidéo sur mon cœur ou sur mon corps. Quand j'ai fait une vidéo sur mon corps où à la base, je voulais vraiment faire un truc où je me disais, bon, j'en ai marre de tourner en boucle autour des mêmes trucs de complexes. Je vais plutôt essayer de m'excuser à mon corps en lui disant, ok, c'est pas de ta faute et t'es qu'un vaisseau. En fait, je vais essayer de déconstruire le discours de body positive pour dire, arrêtons de penser que à son corps, en fait. Et surtout, revendiquer aussi le fait que, comme je suis quand même très, très normée et très dans les... Oui, je suis très normative dans ma beauté. J'ai de la chance, je suis plutôt fine, etc. J'ai pas trop eu l'occasion... Enfin, quand je me plaignais, on me disait, oh, enfin, ça va, hein, t'as de la chance. Et en fait, tu peux pas passer ta vie à relativiser parce qu'il y a des gens qui sont plus tristes que toi ou qui sont plus malheureux que toi ou qui vivent moins bien le fait... En fait, on a tous un corps et on complexe tous sur le fait qu'on ait un corps jusqu'à preuve du contraire. Si on a un corps, on a le droit de complexer. Et ça, j'avais aussi besoin de le redire. Et ça m'a cueilli que ça parle autant. Parce que j'étais persuadée que j'étais la seule qu'en fait, j'allais être la seule à dire aux gens, laissez-moi complexer tranquille. Et en fait, tout le monde a fait grave, moi aussi. Et ça a été fascinant. C'est quand j'ai découvert que les réseaux pouvaient être un vivier de trucs aussi universels. Quand j'étais persuadée d'avoir livré un bout de mon âme, mais qu'en fait, tout le monde a fait, c'est trop comme moi. Et j'étais là, ah bon, alors ça va. Et finalement, on est tous ensemble là-dedans, quoi. Ça, c'était un de mes bons souvenirs de... C'est ça que je me dis, sur Internet, tu sais jamais ce qui peut se passer. Ça fait partie des surprises et ça peut réarriver tout le temps. Parce qu'on a toujours, à plein de moments de notre vie, des milestones, tu sais, d'autres trucs qu'on a à dire, de sagesse qu'on a à délivrer. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a toujours un espace où on pourra le faire, quoi. Et ton pire projet? Non, je vais le faire tout de suite. Alors, par contre, je vais le faire. Justement, je me demandais hier, quand est-ce que je vais pouvoir en parler? Tiens. Bonsoir, installez-vous. C'était à la fois un projet incroyable et un projet pénible à en mourir. C'était Diana Boss, qui est une série que j'ai écrite pour France TV / il y a quelques années, qui est une des séries dont je suis la plus fière du monde parce que je suis scénariste dessus et il y a dedans tous les petits bouts de mon âme que j'ai pu disséminer. Et je me suis battue pour des bonnes raisons, mais bon sang, j'ai travaillé avec des producteurs qui sont encore tellement inconscients de leur misogynie que j'ai fini par me faire voler la réalisation de ma propre série par un mec qui avait moins d'expérience que moi et qui était sur le projet depuis moins longtemps que moi. Et vraiment, quand tu regardes quand tu regardes ce que je raconte dans la série et la manière dont moi je suis traitée sur le projet, parfois tu te dis, est-ce que vous pourriez mettre des miroirs dans les boîtes de production pour les producteurs pour que vous puissiez vous regarder de temps en temps et vous faire un check-up pour savoir si c'est bien comme ça qu'il faut traiter vos collaboratrices? Et en plus, j'étais plus jeune qu'eux, donc autant te dire qu'ils m'ont daronné comme jamais. Je suis beaucoup, beaucoup daronnée par les mecs un peu plus âgés avec qui je bosse et c'est fatigant. Et ça, c'était un projet, vraiment, j'ai mis toute mon âme dessus et je suis trop heureuse de comment il est. Mais en termes de comment moi je m'en sors, ça alourdit la thérapie, très honnêtement. Non, mais ma petite, t'inquiète pas, on est tous passés par là, non, mais je t'explique, moi. Le projet, il est incroyable, il a des actrices incroyables et des rappeuses, mais
Enfin, franchement, il faut vraiment que tout le monde aille le revoir. Ça s'appelle Diana Boss, c'est gratuit, c'est sur France TV/. Je fais pas souvent de l'autopromo, mais là, il faut le faire. Et ben, Je pense que on aurait pu parler encore pendant des heures et des heures. Marion, merci pour ton temps, merci pour cet beaucoup. échange. Merci à vous, merci pour vos questions. On se retrouve à Sundance et d'ici là, n'oublie pas, crée, Publie, recommence.